Dans cette vidéo, on va présenter l'amplificateur linéaire intégré, que l'on désignera dans la suite par l'acronyme ALI. Il s'agit de présenter le composant, de montrer ses branchements, de décrire sa représentation et de commencer à proposer une modélisation. Donc dans un premier temps, une modélisation de l'ALI réel et ensuite un modèle idéal, on le verra, qui sera très souvent utilisé dans les exercices. Donc l'amplificateur linéaire intégré est une puce, donc très souvent utilisée comme celle-ci, qu'on voit en haut à gauche. Donc c'est une puce ici à 8 pattes. La représentation, le schéma du composant est en bas à gauche de l'écran. Donc sur ces 8 pattes, déjà il n'y en a que 7 qui sont fonctionnelles. Il y en a 2 qui ne nous serviront pas, qui sont les bornes 1 et 5, qui sont là pour régler un petit défaut de l'amplificateur linéaire intégré, on ne l'utilisera pas. Et donc il nous reste 5 bornes. Parmi ces 5 bornes, il y a deux bornes qui sont en vert ici, parce que c'est un composant actif, ce sont des bornes d'alimentation, donc en plus 15, moins 15, une alimentation continue. Et il nous reste donc 3 bornes fonctionnelles. L'entrée moins, l'entrée plus, qu'on appelle l'entrée inverseuse, l'entrée non inverseuse, et ensuite une sortie, donc la sortie de là-haut. Dans les montages, donc on représentera seulement ces 3 bornes, et vous voyez à l'écran ici la représentation européenne, donc qui représente l'ALI avec un carré. On définira quelque chose qui reviendra très souvent, ce qu'on appelle la tension différentielle de l'ALI, et qui par définition est la différence de potentiel entre l'entrée plus, l'entrée non inverseuse, et l'entrée inverseuse. Il y a de la même manière, donc dans certains ouvrages on le verra sous cette forme, la représentation américaine avec un triangle à la place du carré. Pour présenter le modèle, on va déjà donc comprendre que l'ALI va être décrit comme une boîte noire. Il ne s'agit pas ici d'étudier son fonctionnement précis, il y a à l'intérieur des transistors, ce n'est pas du tout au programme de classe préparatoire. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on propose un modèle simplifié dans lequel en entrée il y a juste une impédance, en l'occurrence ici une résistance d'entrée, donc de l'ordre de 1 mégaohm en pratique, et en sortie, donc un générateur de Thevenin avec une tension à la sortie de ce générateur Vs qui va être liée à la tension différentielle d'entrée, donc par une relation entrée-sortie Vs de epsilon. Et ensuite une résistance de sortie qui en pratique est entre 50 et 200 ohms, mais on le verra, lorsqu'on utilisera l'ALI, en fait on pourra négliger l'ensemble du montage, aura une résistance de sortie qui pourra être approximée à une valeur nulle, et donc voilà, ça sera pas utile, cette résistance de sortie ne sera pas utile en pratique. Alors, pour comprendre le comportement de l'ALI, on peut imaginer une expérience, alors qu'on ne pourrait pas faire au laboratoire parce qu'on n'a pas le matériel assez précis, qui serait le tracé de la caractéristique statique. Donc ça se fait en régime continu, c'est-à-dire qu'on met une tension epsilon continue, une tension différentielle continue, et on regarde quelle est la tension de sortie correspondante. Et donc il se dégage deux types de fonctionnement. Le premier, c'est le régime de fonctionnement linéaire. Donc pour une petite plage de tension différentielle, on voit que la tension de sortie est proportionnelle à la tension différentielle. Et si en valeur absolue cette tension différentielle est trop grande, eh bien on sera donc en ce qu'on appelle en régime de saturation. Il y a 2 saturations, plus ou moins Vsat. Si epsilon trop grand, encore une fois en valeur absolue, et trop grand en valeur absolue. Je peux juste remarquer que la tension Vsat est de l'ordre du 15 volts, qui est la tension d'alimentation de l'ALI. Alors maintenant, si on s'intéresse au comportement dynamique, donc cette fois-ci on envoie par exemple une tension sinusoïdale, eh bien c'est là aussi un résultat qu'on admettra. L'ALI se comporte comme un filtre passe-bas du premier ordre, avec donc les caractéristiques classiques qui sont le gain statique, qui est noté μ0 ici, et donc une fréquence de coupure, une pulsation de coupure, avec une fréquence de l'ordre de 20 Hz. Alors déjà, on peut remarquer que les deux visions sont cohérentes, en statique et en dynamique.
Pourquoi? Parce que si oméga égale 0 dans l'expression ici de la fonction de transfert du filtre passe-bas du premier ordre, on retrouve Vs qui est proportionnel à epsilon avec un gain qui est mu0, donc ce qu'on avait utilisé pour la représentation, enfin pour le fonctionnement continu. Alors, en résumé, on peut proposer ici ce qu'on va appeler le modèle simplifié de l'ALI réel. Donc, il s'agit de dire que lorsqu'on est dans la plage du régime linéaire, il se comporte comme un filtre passe-bas du premier ordre. Et on peut déjà commencer à simplifier les résistances et dire que la résistance d'entrée finalement est tellement grande qu'elle pourra être assimilée à l'infini. Alors, la conséquence de ceci, c'est que les courants d'entrée I+, et I- pourront être assimilés à des courants nuls, ils sont en pratique de l'ordre du nanoampère, et en sortie, on va simplifier aussi en disant que la résistance de sortie va être nulle. Ce qui va faire que finalement le circuit qui sera placé en aval du montage va rendre indépendant, plutôt la tension de sortie va être indépendante du circuit qui va être placé en aval du montage. Alors, pour aller plus loin et pour simplifier, on va proposer très souvent ce qu'on appelle le modèle idéal de gain infini de l'ALI. Alors, il s'agit de reprendre les mêmes hypothèses que précédemment, mais ce qui va changer, ça va être vraiment le gain, donc mu0, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui est de l'ordre de grandeur de 100 000, pourra être approximé à l'infini. Et sur la représentation, on le fera apparaître avec donc, le triangle qui représente le gain et en dessous le signe infini. On aura comme ça la représentation d'un ALI en gain infini. Et ensuite, donc, on reprend les hypothèses qu'on avait utilisées pour le modèle simplifié de l'ALI, à savoir résistance d'entrée nulle et résistance de sortie, résistance d'entrée infinie et résistance de sortie nulle. Alors la conséquence de ceci, c'est si on représente la caractéristique statique de l'ALI idéale, finalement la pente mu0 est tellement grande, elle est infinie, et bien ce qui correspond à cette courbe-ci, donc le régime linéaire finalement va se ramener simplement à la valeur epsilon égale 0. Donc ça c'est très important et ce sera un réflexe dans les exercices. Une fois que nous aurons remarqué, si c'est le cas bien sûr, que l'ALI fonctionne en régime linéaire et que c'est un ALI idéal, alors on pourra poser cette hypothèse epsilon égale 0. Alors, en résumé, on peut noter que la caractéristique statique, là, ce qui vient d'être décrit, se ramène à ce schéma-là, avec un régime linéaire qui se caractérise par epsilon égale 0 et une tension qui ne dépasse pas la tension de saturation. Et à l'inverse, si on est en régime saturé, on sera en sortie à plus ou moins Vsat, plus Vsat si la tension différentielle est positive, et inversement, moins Vsat pour une tension différentielle négative. Alors, dans certains exercices, toutefois, on ne fera pas l'hypothèse de l'ALI idéale, et donc on peut retenir qu'on a cette caractéristique statique, qu'en régime linéaire, c'est un filtre passe-bas du premier ordre, et ensuite, si jamais on est en régime saturé dans le cas de l'ALI réelle, ce serait complètement hors programme, et donc on ne s'y intéressera pas. Voilà. Et donc dans la vidéo suivante, on va présenter finalement quelle va être l'utilisation de cette ALI, comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, et ensuite on présentera donc des montages caractéristiques en régime linéaire ou en régime saturé.